Alors, ça y est, on est connecté. Quelques instants pour que le reste des participants puissent s'y connecter. Quelques participants dans l'événement. Donc, bon, on va commencer. Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire sur comment intégrer un projet d'IA dans votre entreprise en 5 étapes. Avant de commencer, je voulais juste vous annoncer que vous avez un chat, vous pouvez poser toutes vos questions et mettre tous vos commentaires. On reviendra sur vos questions à la fin de la présentation. On va se présenter. Donc, je suis Ricardo Fernandez, responsable acquisition client chez Digitalant. Donc, dans le cadre de mon activité marketing et commerce, je suis amené à utiliser beaucoup d'outils d'IA. C'est un sujet qui me passionne et je suis ravi de pouvoir animer ce webinaire. Et donc, quand je vous disais donc, à mon activité, ces outils m'ont permis de gagner en efficacité dans mes actions d'acquisition et d'automatisation. Je suis avec Christelle Courant, donc je te laisse te présenter, Christelle. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents dans ce webinaire. Donc, pour ma part, ça fait plus de 25 ans que j'accompagne les entreprises, que ce soit des entreprises de taille petite, mais jusqu'au grand compte, dans le cadre de la modernisation de leurs activités, que ce soit aussi bien en accompagnement dans la détection d'opportunités d'automatisation, mais également dans le cadre de choix de technologie ainsi que son intégration. Et donc, ça fait plusieurs années que j'ai pu voir l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, je l'ai vu arriver bien avant cette vague des 3-4 ans, et surtout de voir l'utilité et la pertinence également pour les entreprises. Donc, ça nous paraissait important de pouvoir vous donner quelques guides pour bien intégrer l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise, et j'espère que voilà, vous récupérez pas mal d'informations, et surtout on est à votre disposition pour répondre à l'ensemble de votre questions à l'issue de cet échange. Donc, tout d'abord, pourquoi on parle d'intelligence artificielle au niveau des entreprises? Et on vit une époque formidable parce que c'est un accélérateur d'efficacité pour vous au niveau des entreprises. Tout d'abord, en termes d'automatisation, tout simplement parce que vous avez certainement au sein de vos activités dans les différents services des activités que vous faites fréquemment, qui sont répétitives, chronophages et qui ne sont pas forcément avec une grande valeur ajoutée humaine, qui nécessitent une grande expertise, et c'est là où l'intelligence artificielle peut intervenir et donc vous faire gagner en efficacité et en efficience opérationnelle. Et puis, deuxièmement, c'est un outil également formidable en termes d'analyse avancée. Alors, je suis tombée sur une étude, j'ai quand même été assez surprise, c'est une étude qui date de l'INSEE, et par rapport aux entreprises qui ont été interrogées, seulement 29% d'entre elles annoncent véritablement qu'elles font de l'analyse de données, ce qui est bien dommage parce qu'aujourd'hui, on a cette opportunité avec la digitalisation des usages, de collecter énormément de données sur les différents canaux de communication que l'on peut avoir, et finalement, on n'en utilise que 20%. Donc, ça veut dire qu'on a 80% de données dormantes et dont on pourrait révéler la valeur grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est également une opportunité pour vous de redécouvrir votre patrimoine informationnel et lui en donner un nouveau sens. Et puis également de pouvoir créer des nouveaux services auprès de votre écosystème, également au niveau de votre client, pour être beaucoup plus performant et être en avance aussi par rapport
à votre marché concurrentiel. Mais également de pouvoir améliorer l'expérience client, parce qu'aujourd'hui, chaque client est différent et a envie d'être considéré comme unique. À partir des informations dont vous disposez, vous allez pouvoir leur proposer des services à forte valeur ajoutée, personnalisés, et qui vont répondre pleinement à leurs attentes. Et puis également, je dirais, étant donné qu'elle a cette capacité analytique, c'est de pouvoir optimiser les coûts, de pouvoir identifier quelles sont les familles que vous pourriez optimiser et ainsi repositionner les ressources là où véritablement elles ont du sens. Donc, voilà quelques éléments d'introduction au niveau de l'intelligence artificielle au niveau des entreprises. Mais ce que je voudrais déjà, c'est faire un point de situation. Parce que l'intelligence artificielle, vous avez vu, on en mange quand même depuis 4 ans avec cette mule médiatique, que ce soit au petit déjeuner, le midi et le soir, on vit intelligence artificielle. Et donc, on est vraiment dans cette frénésie, que ce soit une frénésie de communication, mais une frénésie en termes d'accélération, en termes d'innovation. Et puis de l'autre, il y a la réalité des entreprises. Elles en sont où exactement? Donc, ce que je voulais déjà en premier vous donner, c'est quelques chiffres à retenir. Donc, aujourd'hui, le marché mondial de l'intelligence artificielle est évalué à 241 milliards de dollars. Et ce que l'on estime d'ici 2030, c'est qu'il va représenter 744 milliards de dollars. Donc, on va continuer à accélérer ce marché de l'intelligence artificielle et on va de plus en plus loin. À tel point qu'aujourd'hui, on estime une croissance annuelle de 80 milliards de dollars en termes d'investissement annuel. Et également, pour traduire cela, ça veut dire que pour accélérer ces développements, les entreprises n'hésitent pas à déposer des brevets. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que le pays qui dépose le plus de brevets, c'est la Chine, et derrière les États-Unis. Et d'ailleurs, les 2 entreprises aujourd'hui qui ont le plus déposé de brevets au niveau mondial, ce sont 2 entreprises chinoises dont on parle assez peu, qui sont Baidu et Tencent. Et puis, en termes de publication, un autre chiffre également, en 2021, on a à peu près 288 000 documents scientifiques qui ont été publiés sur l'intelligence artificielle. Les États-Unis, c'était à peu près 150 000, si on regarde entre les thèses et puis les documents scientifiques. Puis, au niveau de la Chine, c'est 138 000. Donc, ça va continuer également là-dessus. Et puis, ce qu'on entend un peu moins, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, on commence à identifier les opportunités que l'on peut avoir, et ça grâce à l'émergence de l'IA générative d'un point de vue communication, etc., parce qu'on en parle beaucoup. Mais c'est surtout que derrière ces IA génératives, on a besoin de moyens informatiques, que ce soit tant en termes d'infrastructure, mais également de puissance de calcul. Et ça, on en parle quand même un peu moins. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, on a besoin de composants électroniques comme des cartes à puce, des GPU. Le leader mondial aujourd'hui, c'est NVIDIA. Et bien, ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à 2023, il avait plutôt un chiffre d'affaires avec une croissance seulement un chiffre. C'était plutôt stable. Et qu'on a vu un décrochage à partir de 2021, qui correspond avec justement cette émergence de l'IA générative. Et là, son chiffre d'affaires a complètement explosé. Donc, il a augmenté de plus 126% ses ventes, rien que sur l'année précédente. Aujourd'hui, on avoisine 63 milliards de dollars en 2023 et 2024, n'en parlons pas également. Donc, on voit véritablement qu'on va continuer dans cette frénésie et que ça ne sert à rien de se dire l'intelligence artificielle, j'y vais ou j'y vais pas. De toute manière, ça fait déjà de nombreuses années qu'on est dans l'intelligence artificielle, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'intelligence artificielle a vu le jour dans les années 50. Donc, c'est pas une technologie à la mode, voilà. On est sur des nouvelles formes d'intelligence artificielle et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, il faut y aller, voilà, comme on a été sur d'autres vagues technologiques qu'on a pu connaître par le passé. Et puis, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est principalement dominé par les États-Unis et puis la Chine, et qu'il est important également que l'Europe ait un positionnement. Et donc, je pense que vous n'avez pas loupé le sommet de l'intelligence artificielle, puisqu'on a beaucoup communiqué, permettant aussi de mettre en évidence la France et puis également toute l'expertise IA à la française, avec un investissement européen annoncé de 109 milliards d'euros. Et puis maintenant, il y a la réalité des entreprises. La réalité des entreprises,
bah, finalement, elles commencent à intégrer l'intelligence artificielle. Seulement 35% d'entre elles déclarent avoir intégré une forme d'intelligence artificielle dans leurs activités. Alors ça, c'est plutôt au niveau européen. Sachez que, par exemple, au niveau mondial, si on regarde plutôt l'Amérique du Nord, on est plutôt à 59%. Donc, on voit qu'on a quand même un décalage au niveau mondial. Et puis aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a plus de un salarié sur deux au niveau des entreprises qui utilisent déjà des logiciels d'IA dans le cadre de son activité, mais qui n'en informent pas nécessairement aussi son entreprise. Donc, on voit et on a cette forme de shadow IA, etc., et qu'il est important pour autant que les entreprises prennent ces éléments-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une adoption spontanée au niveau des salariés et qu'il est important de pouvoir accompagner les salariés dans ce mouvement. Et puis aussi, 33% des sociétés ayant intégré de l'IA et plus particulièrement l'IA générative ont pu noter d'ores et déjà des gains de productivité à hauteur de 33%. Et puis également, je vous parlais d'accompagnement au niveau de l'intelligence artificielle. À peu près, moins de 50% des entreprises ont déjà mis en place des programmes de formation interne parce qu'elles ont vu également qu'il était important de pouvoir accompagner et puis amener de la communication aussi et surtout de l'efficacité et les bonnes utilisations de l'intelligence artificielle. Et donc, tous ces chiffres-là, je suis vraiment confiante. Et c'est complètement en cohérence avec les éléments qui ont été transmis lors du baromètre européen qui a eu lieu hier, où j'ai eu l'opportunité d'y assister. Donc, je vous invite véritablement aussi, si vous avez envie d'avoir d'autres chiffres. Voilà, et les résultats du baromètre ont été présentés par notre ministre Clara Chapaz, donc en charge du développement de l'intelligence artificielle et au niveau du numérique. Donc, on voit qu'on a vraiment une perception qui est variée au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des entreprises. Maintenant que je vous ai donné ces chiffres-là, c'est l'intelligence artificielle véritablement. On pourrait essayer de comprendre quels sont les phénomènes qui font que les entreprises n'y vont pas beaucoup plus rapidement. Déjà, c'est un manque de connaissances sur le sujet. Alors, on pourrait se dire c'est complètement en contradiction, étant donné qu'on a de la communication, on a tout ce qu'on veut à disposition. Mais finalement, trop d'informations tue l'information. Ça amène une certaine paralysie parce qu'on ne sait plus faire le tri et c'est de se dire quand on ne sait plus faire le tri, on n'ose plus. Et puis, c'est aussi de se dire, on entend parler de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, quand j'échange avec des dirigeants, finalement, c'est qu'est-ce que je peux faire avec l'IA, dans quel contexte, est-ce que c'est adapté à mon activité, à mon entreprise, etc. Et puis, il y a la culture de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a des sociétés qui sont beaucoup plus early adopteurs dans l'émergence de nouvelles technologies et d'autres qui vont plutôt y mettre des freins parce que spontanément, c'est pas dans leur culture. Et puis, c'est de se dire, vu que l'IA, c'est une technologie, est-ce que je vais avoir besoin au sein de mon entreprise des personnes qui maîtrisent ça? Est-ce que je vais avoir besoin également d'investir dans des structures informatiques particulières au-delà de ce dont je dispose? Et puis, c'est de se dire, l'IA, il n'y a pas d'IA sans données. Donc, la donnée, OK, très bien, mais elle est où? Elle est sous quelle forme? Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux croiser, etc. Donc, encore beaucoup de questions. Et puis, je dirais en dernier point, les risques. Ça, c'est vrai que c'est un sujet de crispation au niveau des entreprises. C'est est-ce que je fais bien d'utiliser l'intelligence artificielle? Quand je travaille avec une intelligence artificielle, est-ce que je laisse des traces? Qu'est-ce qu'elle fait de mes données? Elles sont stockées où? Est-ce que j'expose un risque à mon entreprise? Est-ce que je peux vraiment être confiant par rapport à ça? Donc, on voit qu'il est vraiment important, au-delà de l'aspect technologique, de pouvoir accompagner les entreprises sur ces différents éléments. Alors, pour répondre à ce point-là, déjà, ce que je voudrais, c'est remettre une réalité autour de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une technologie. Elle n'a absolument pas de connaissances cognitives, de pensée humaine, donc ça ne sert à rien de lui demander son avis. Ou si elle a une opinion, elle n'en a pas. C'est que des statistiques derrière des mathématiques. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire aussi que l'intelligence artificielle, elle ne remplacera pas l'humain. C'est vous qui avez l'expertise véritablement dans le cadre de vos activités. Par contre, ça va être un assistant, ça va être un exosquelette qui va pouvoir démultiplier vos compétences. Donc, et l'intelligence artificielle n'est là que pour mimer ce que vous lui aurez appris.
Donc ensuite, vous entendez certainement parler de machine learning. Donc c'est déjà un sous-ensemble. Donc dans l'intelligence artificielle, il y a plein de boîtes comme ça. Donc c'est un sous-ensemble technologie qui permet d'exploiter de grands volumes de données à partir d'approches mathématiques statistiques. Donc dans ce cadre-là, vous allez montrer une intelligence artificielle dans des contextes avec des données. Voilà le résultat qu'elle devrait avoir. Et puis une fois qu'elle aura bien appris, elle va être en capacité de deviner, entre guillemets, ou de prédire quel pourrait être le résultat escompté. Et puis, une dernière boîte, c'est le deep learning. Alors, on est encore dans un sous-ensemble du machine learning, mais cette fois-ci, on va s'appuyer sur d'autres technologies qu'on appelle les systèmes neuronaux. Là, cette fois-ci, on va moins le guider, et c'est l'intelligence artificielle qui va apprendre par elle-même à trouver des chemins, voilà, des arbres de décision, etc. Et donc, ce que j'ai voulu vous mettre, c'est aussi, finalement, l'intelligence artificielle, elle peut exploiter tout ce que vous avez au sein de votre entreprise, voire même à l'extérieur. Donc, que ce soit vos fichiers Excel, vos bases de données, vos documents, les formulaires, les mails, les conversations, etc., des vidéos, des images, même également des données qui sont issues de capteurs IoT ou de matériel, etc., parce que ça, c'est super, c'est de la donnée. Et on a cette chance, c'est que l'intelligence artificielle a cette capacité de pouvoir analyser tout type de données. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parle de la grande famille des intelligences artificielles avec un S. Et ça, c'est important de le retenir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'IA générative, mais il y a beaucoup de choses qui existent à côté de l'IA générative et d'ailleurs qui sont les formes les plus anciennes et qui sont parfois les plus appropriées également par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est important, c'est que chaque IA a son domaine de spécialité par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc à retenir, l'IA, c'est de l'informatique, des mathématiques et des statistiques. Donc une fois qu'on s'est dit ça, c'est qu'est-ce que je veux faire avec l'IA? Est-ce que le curseur, je le mets côté génération, je veux générer du texte, c'est bien parce que je vais dialoguer avec une IA, je vais générer une image à partir de quelque chose que j'avais en tête, etc. Ou est-ce que je vais être plutôt dans le domaine de l'analyse? Qu'est-ce que ça veut dire l'analyse? Est-ce que je veux faire de la prédiction de tendance? Je veux faire de la prédiction de valeur? Je veux faire de la classification? Je veux détecter, par exemple, des suspicions de fraude, etc. Donc voilà, et en fonction de là où on va mettre le curseur, on ne va pas nécessairement utiliser les mêmes intelligences artificielles puisque, comme je le rappelle, elles ont chacune leur domaine de spécialité. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, on se dit, OK, comment je mets l'intelligence artificielle dans mon entreprise? Donc, ce qu'on a voulu au travers de ce webinaire, c'est de vous donner une boussole en 5 points cardinaux. Ouais, oui, on l'a inventé chez nous. Pas 4, mais 5. Voilà, parce que c'était important qui, à notre sens, sont vraiment 5 étapes majeures à retenir. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'aujourd'hui, on accompagne les entreprises qui veulent investir dans l'intelligence artificielle. Donc, premier lieu, on définit les attentes. Et vous voyez, je ne vous parle pas de technologie, je ne vous parle pas de LLM, de IA générative, de RAG, etc. Ça arrivera dans un temps par la suite. Mais tout d'abord, on définit vos attentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est quoi votre objectif? On va remettre du sens dans tout ça. On ne part pas d'une technologie pour ensuite définir des objectifs. On part des objectifs qui doivent être alignés avec votre stratégie. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un sponsoring également au niveau de votre entreprise. Et puis que ça soit aligné véritablement ce qui est important au sein de l'entreprise dans le cadre de son développement. Un exemple, comment l'IA peut améliorer l'expérience client pour renforcer la fidélisation et la compétitivité. Donc là, on est très top-down. Ensuite, une fois qu'on s'est dit ça, c'est quelles sont les activités au sein de votre entreprise, donc les services, les départements qui vont être impactés. Donc, quelles sont les activités qui vont être répétitives et chronophages pour ces différents services? Et est-ce qu'ils sont éligibles aussi à l'intelligence artificielle? Par exemple, quand on parle de fidélisation, de compétitivité, spontanément, on va penser au département marketing, commerce et après-vente. D'autres également. Tout dépend de l'organisation de votre entreprise. Donc ensuite, c'est de se dire, OK, au sein de ces services-là, quels sont les cas d'usage qui sont identifiés pour l'intelligence artificielle? Simplement, ça peut être on décide de mettre en place un moteur intelligent de recommandation qui va faire de la suggestion auprès de clients sur la base d'un historique, d'un comportement qu'il a pu avoir. Mais ça peut être également de soulager les services après-vente, support client, au travers d'une automatisation via l'intelligence artificielle pour réduire les temps d'attente et améliorer la satisfaction. Tout simplement parce que l'intelligence artificielle va avoir cette capacité de comprendre, d'interpréter le contenu essentiel au travers des échanges que vous allez pouvoir avoir avec les clients et de suggérer
des questions qui pourront soit être envoyées automatiquement à vos clients ou soit qui peuvent être soumis à validation au niveau des différentes équipes, au niveau de votre support client. Après, c'est de se dire, une fois qu'on les a identifiés, comment je les priorise? Quels sont ceux qui sont les plus prioritaires? Quels sont vos critères par rapport à ça? Et puis, une fois qu'on a défini ça, quels sont les gains? Qu'est-ce que j'en attends une fois que j'ai défini ce cas d'usage-là? Ça peut être de mettre des métriques, qui est par exemple d'obtenir une amélioration opérationnelle de 10% sur une période de 12 mois, avec des jalons intermédiaires. Et comme ça, on voit la progression et l'impact véritablement de l'apport de l'intelligence artificielle dans vos activités. Ensuite, deuxième étape, la sélection des données. Donc, je vous disais, il n'y a pas d'IA sans données. Donc, il est véritablement important déjà de définir où se trouvent et quelles sont les données. Donc, pourquoi? Parce que l'IA a besoin de se nourrir avant tout pour comprendre un certain nombre d'éléments. Et une fois qu'elle aura appris, elle pourra restituer des résultats. Donc, ces données, par exemple, ça peut être des données de vente qui sont dans votre CRM ou ailleurs. Ça peut être des données météorologiques, si vous voyez potentiellement, si vous imaginez que la météo peut avoir une influence sur le comportement d'achat de vos clients, mais ça peut être des données de logistique, de l'IoT, peu importe, des enquêtes de satisfaction, tout ce que l'on veut. Donc ça, c'est important véritablement de pouvoir les définir. Ensuite, c'est de se dire, très bien, une fois que je les ai définies, ces données-là, est-ce qu'elles sont au sein de mon entreprise ou est-ce qu'il va falloir que je les complète également avec des données extérieures? Et donc, c'est très bien parce que sur le web, on a une disponibilité donc, de données en open data, notamment avec toutes les administrations gouvernementales qui ont ouvert énormément de leurs données, mais on peut également souscrire des données auprès d'opérateurs tiers. Donc ça, c'est important véritablement de voir où elles se trouvent. Et puis ensuite, c'est ces données. Donc, j'ai identifié lesquelles elles étaient, je sais où elles sont. Maintenant, elles sont sous quel format? Donc, structuré, c'est ce qu'on appelle un peu les fichiers Excel, les tableaux, les bases de données. Et puis, le non structuré, c'est tout le restant. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'avec l'accélération de la digitalisation des usages, ça représente aujourd'hui 80% sont des données non structurées. Donc, il est véritablement important, et ça tombe bien parce que l'intelligence artificielle, elle est super puissante pour travailler les données non structurées. Voilà. Et puis, aussi, c'est de se dire, ces données, elles sont dans quelle volumétrie? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Par exemple, un historique, et puis également, par la suite, quelle va être la périodicité de rafraîchissement de ces données? Quand je vais utiliser une intelligence artificielle, est-ce que je veux qu'elle me présente des résultats en temps réel? Ou finalement, si elle me donne un résultat une fois par mois, une fois par trimestre, ça me suffit? Donc, est-ce qu'il y a la notion de temps réel et de batch? Et puis, c'est de se dire, quand je vais commencer à travailler avec l'intelligence artificielle, lui apprendre des choses, c'est bien si on a la donnée qui est disponible, mais encore faut-il savoir dans quel état elle se trouve. Donc là, il y a la notion de qualité et puis également de complétude et de distribution. Oui, parce que si je commence à partir d'un historique qui n'est pas très fiable, mon IA, elle ne va pas être discriminante, donc elle va apprendre sur quelque chose qui n'est pas bon, et puis elle va me trouver des résultats, mais je ne pourrai pas lui faire confiance, tout simplement parce que je ne vais pas pouvoir prendre de décision dessus. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir analyser ce fameux échantillonnage qui va apprendre, et c'est là aussi pourquoi on entend parler de biais dans l'intelligence artificielle, parce qu'on n'est pas toujours très précautionneux sur la qualité de l'échantillonnage. Et puis, il y a la notion de complexité. Complexité, par exemple, si je dois agréger plusieurs sources entre elles, et puis également, si je dois y rajouter des règles métiers qui sont spécifiques, par exemple, propres à une activité ou qui sont propres aussi à mon entreprise. Donc ça, il faut le prendre également en considération. D'ailleurs, tu parlais de qualité, nous avons fait un webinaire sur ce sujet, justement sur l'aspect qualité de données avec l'IA. C'était très intéressant. Voilà, donc vous avez le replay d'ailleurs si vous avez envie de compléter cette séance avec de précédents webinaires, donc n'hésitez pas à aller sur notre site. Troisième étape, et vous voyez, ça n'arrive qu'en troisième étape, le choix de l'outil, parce qu'il faut d'abord se poser des questions, et l'intelligence artificielle, c'est avant tout un projet d'expertise métier avant même d'être un choix technologique. Donc, comment je choisis mon outil? Déjà, ça dépend des usages que vous aurez identifiés précédemment. C'est ce que vous allez avoir besoin d'une solution verticalisée pour répondre à un besoin ponctuel et pour lequel vous n'avez pas envie d'investir plus que ça dans l'intelligence artificielle, ou au contraire,
vous avez envie d'investir sur l'intelligence artificielle, vous avez identifié des cas d'usage qui sont héroïstes, et à ce moment-là, il va falloir une plateforme qui va pouvoir adresser tous ces cas d'usage et les paramétrer. Et ce que vous pouvez en faire également, quelles sont les limites que peut proposer également cette plateforme. Et puis cette plateforme, est-ce qu'elle est facile à prendre en main ou au contraire, il va falloir avoir des compétences techniques avancées, quel est l'investissement que vous allez avoir? Ça, c'est vraiment aussi, et c'est bien parce qu'on a l'émergence de plateformes no-code comme la nôtre, qui ne nécessitent pas des compétences. Donc, ça va permettre d'accélérer véritablement l'intégration de l'IA. Et puis surtout, à des non-sachants en termes d'IA, d'ores et déjà d'obtenir des premiers résultats et de se poser des questions et d'évaluer un ROI. Et puis ensuite, c'est le déploiement. Cette plateforme, très bien, mais est-ce qu'elle peut s'inscrire dans votre écosystème au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'elle se plug sur n'importe quel environnement? Et puis comment elle se connecte? Par exemple, ne serait-ce que récupérer vos données, puisque c'est sa nourriture. Comment elle fait pour les récupérer, ces données? Et puis ensuite, il y a le paramétrage. Un outil d'IA, très bien. Est-ce que vous avez la main dessus ou pas, ou vous êtes juste consommateur de ce qu'elle vous propose? Parce que si vous avez envie cette IA, elle soit au plus proche de l'image de votre entreprise et de vos besoins, il faut que vous ayez la main pour la personnifier. Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce critère-là en tête. Et puis, il y a le maintien et la scalabilité. Donc, une plateforme, c'est bien, mais vous avez vu que la technologie, elle avance constamment, etc. C'est de se dire, par rapport à ça, est-ce que je vais avoir un support également auprès de qui je peux demander si j'ai un sujet qui est lié à l'utilisation de l'outil. Et puis, c'est surtout aussi, une fois que vous avez fait le choix de cet outil, la version que vous avez installée, est-ce qu'elle est maintenue et pendant combien de temps? Parce qu'il faut s'assurer que ça soit suivi dans le temps. Et puis, bien sûr, il y a le coût, le modèle économique, parce que chaque solution a son propre modèle économique, donc ça peut être très sympa, mais au début, c'est pas très cher, mais plus vous allez l'utiliser, et là, vous allez avoir vos coûts qui explosent. Et ça, on n'en a pas forcément conscience immédiatement. Ensuite, on arrive à la phase d'expérimentation, parce qu'avant de déployer déjà à l'ensemble des utilisateurs, on est vraiment sur du test and learn. Donc, dans l'intelligence artificielle, et il y a une démarche de petits pas avec un objectif à terme qui aura été défini dès les premières étapes au niveau de vos attentes. Donc, tout d'abord, dans cette phase d'expérimentation, quels sont les objectifs que vous vous fixez? Qu'est-ce que vous avez envie de démontrer? Donc, par exemple, qu'avec l'intelligence artificielle, sur ce périmètre un peu bac à sable, vous avez envie de réduire plus de 20% le temps de traitement des demandes clients avec une IA générative. Et comment vous allez mesurer ça? Donc, quels sont les KPI que vous allez retenir? Alors, ça ne sert à rien d'en avoir 30, mais juste quelques-uns qui vont vous dire à l'issue de cette expérimentation, OK, j'ai réussi, je n'ai pas réussi, est-ce que je suis satisfait? Est-ce que du coup, ça va me permettre derrière de déployer? Le périmètre, j'en ai un peu parlé, quelle est la base d'apprentissage? Parce qu'il va falloir apprendre. Une IA, elle a le potentiel de tout apprendre, mais au début, elle ne sait rien. Donc, il va falloir l'aider, et l'aider à travers ce fameux échantillonnage dont je vous parlais, et qu'il va falloir regarder un petit peu comment se comporte cet échantillon, les biais, s'il y a des données manquantes, s'il y a des données personnelles, un certain nombre de choses. Donc, une fois qu'on a cette matière, comment j'y vais? Comment je me lance? Et comment on s'organise? Qui je mets autour de la table? Donc, est-ce que je suis sur un POV, donc un Proof of Value, ou un POC? La différence, c'est qu'il y en a un qui est jetable, le POC, c'est-à-dire j'ai fait une expérimentation, je remets à la poubelle, ça ne me permet pas de passer à l'échelle, et un POV, tout ce que j'ai fait en expérimentation, ça me permet de passer à l'échelle. Donc, du coup, tout ce qui a été fait en investissement en termes d'expérimentation est déjà prêt pour le passage à l'échelle. Donc, surtout, soyez agile. Une IA, c'est de l'amélioration continue. On se pose des questions. Donc, c'est plutôt des cycles courts pour lesquels vous allez pouvoir tester vos hypothèses qui vont vous montrer des résultats. Et puis, au fur et à mesure, vous allez affiner votre réflexion, etc., jusqu'à un niveau de satisfaction pour ensuite prendre la décision du déploiement à grande échelle. Et puis, n'oubliez pas qu'au-delà de la technologie, ayez une culture des feedbacks. Ce qui est important, c'est à partir des résultats que j'obtiens, quel est mon avis critique? Et donc, pour ça, c'est important de pouvoir intégrer des utilisateurs référents qui ont ce savoir-faire en termes d'expertise métier et qui, au-delà de l'aspect informatique, statistique, ils vont me dire, bon, ouais, mais ce résultat-là, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça, c'est important parce que ça permet de factualiser véritablement ce qui se passe au sein de vos entreprises et que l'IA puisse intégrer ces éléments-là, cette fameuse connaissance. Et puis enfin, la conduite du changement, la dernière étape. Eh oui, c'est de la pédagogie. Donc la pédagogie,
on en voit, c'est d'abord de la sensibilisation et des démonstrations de ce qu'est l'intelligence artificielle, ce qu'elle n'est pas, quelles sont ses limites, et puis aussi de pouvoir désacraliser l'intelligence artificielle dans le sens où on y voit le chemin, aujourd'hui c'est un chemin hybride qui intègre aussi bien de l'intelligence artificielle, mais surtout de l'humain. Donc l'IA ne remplace pas l'humain, elle ne vient que compléter et amplifier des capacités sur un certain nombre de tâches. Donc il est important de pouvoir impliquer dès le début des utilisateurs qui vont justement vous aider à mettre en place, à identifier les cas d'usage et véritablement aussi les faire parler sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au sein de l'entreprise et puis les process pour lesquels eux, ils estiment qu'il y aurait une valeur ajoutée et comment on pourrait les soulager. Donc ça, c'est important d'identifier des référents et surtout de toujours recueillir des éléments du terrain. Donc la formation, bien sûr. Alors, ça ne sert à rien d'en faire des hyper spécialistes de l'IA, etc. Il faut prendre en considération donc l'adoption, la maturité par rapport à ça. Donc, il y a les par étapes. Et la formation, ça passe par des résultats également en démontrant si ce qu'on peut faire avec l'IA à petits pas, comme je vous le disais. Donc, c'est bien sûr des supports et puis les référents, j'en ai parlé. Et puis, l'IA, c'est de l'amélioration continue parce que l'IA, à un moment, on lui a appris dans un contexte, sauf que ce contexte au niveau de votre entreprise peut être amené à être évolué. Et donc, pour ça, il faut que cette IA, elle puisse prendre en considération ces éléments d'évolution. Donc ça, c'est important également de l'avoir en tête. Et puis aussi de mesurer l'adoption de vos utilisateurs, parce qu'une fois qu'on a déployé une IA, il faut s'assurer que les investissements qui ont été faits, que derrière, que ça soit suivi au niveau de l'entreprise. Sinon, c'est de l'argent perdu. Et puis toujours savoir ces retours d'expérience. Donc là, je vous ai passé un petit peu la méthodologie, voilà, et puis on passe à du concret. Donc, je voulais vous parler de 2 cas d'usage. Donc, un premier cas d'usage, où j'espère en tout cas vous y retrouverez, parce que c'est un cas d'usage qui est orienté sur des données clients. Des données clients, on en trouve dans toutes les entreprises. Alors, ces données, elles peuvent être stockées à différents endroits. Soit vous avez des outils CRM, ou pas nécessairement. Ça peut être dans des fichiers Excel, ça peut être stocké un peu partout dans l'entreprise. C'est pas le sujet aujourd'hui, l'application. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez des données clients. Et je vous en ai mis quelques exemples de ce qu'on retrouve classiquement. Nos données clients, j'ai des noms de société, j'ai des noms de contacts, je sais si c'est un prospect, si c'est un client actif, inactif, d'où il vient, ses effectifs, s'il appartient à un groupe, etc. J'ai un historique également des ventes que j'ai pu faire avec lui, s'il a rempli à des enquêtes de satisfaction, participé à des événements, etc. Donc, ce qui fait que vous avez déjà pas mal de données à votre disposition. Et ça, c'est super parce que d'ores et déjà, vous allez pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle sur différents cas d'usage. Donc, je vais mis quelques exemples. Ne serait-ce que donner une nouvelle dimension à votre historique de commande et de pouvoir faire des prévisions de vente et puis également de marge pour chacun de vos clients, parce que chaque client étant différent avec tout l'historique que vous avez. C'est également de pouvoir évaluer votre win ratio quand vous faites une proposition. Vous allez pouvoir évaluer à partir des données dont vous disposez véritablement à un niveau de prévision qui va être avancé. Ça peut être aussi une opportunité pour vous de classer différemment vos clients par famille, de pouvoir enrichir avec des données externes qui pourraient venir influencer les comportements de prise de décision de vos achats. Mais ça peut être également de la recommandation de prestations. Donc, comme ça, vous allez pouvoir faire de l'upsell, d'évaluer leur niveau de satisfaction. Dès lors qu'ils font des enquêtes de satisfaction, vous savez, ils mettent bien des commentaires, des petits verbatim, etc. Et bien tout ça aussi, c'est de la matière pour que l'intelligence artificielle puisse s'identifier, par exemple, des familles de niveau d'insatisfaction, etc. Et puis, se rendre compte que potentiellement, dans votre réseau, vous avez des clusters géographiques qui montrent qu'à certains endroits, vous avez des clients qui sont insatisfaits. Ça peut être intéressant, c'est de se dire, j'ai peut-être des actions commerciales à mettre en place, plus particulièrement dans cette zone géographique. Ça peut être d'évaluer le niveau de risque, de prédire également l'attrition. Donc, j'ai des clients aujourd'hui, mais est-ce qu'ils sont plutôt sensibles aujourd'hui à aller à la concurrence? Donc, ça peut être des éléments. Et puis également, de pouvoir lancer des campagnes marketing plus ciblées, personnalisées en fonction des données dont vous disposez. Donc, une approche business, disons, l'IA vient apporter donc, une pertinence et une efficacité dans l'approche business. Voilà. CRM, et ainsi on réveillait leur valeur avec des dimensions différentes. Surtout avec des données qu'on en dispose déjà. Exactement, donc ça c'est vraiment important, et c'est pour ça que je le soulignais, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas nécessairement encore une grande culture sur l'analyse des données,
et que l'IA va pouvoir leur donner une nouvelle dimension et vous allez redécouvrir justement aussi toutes ces données qui sont stockées, etc. et pour lesquelles vous n'aviez jamais imaginé qu'elles pouvaient traduire autre chose. Donc là, je vous ai préparé une petite vidéo, voilà, durant à peu près 2 minutes. Juste un exemple qui est comment je peux évaluer le risque d'attrition d'un client. Alors, on se met dans un contexte de banque où j'ai un directeur commercial qui est au sein d'un réseau d'agences bancaires et puis il a envie de voir dans tout son portefeuille client quels sont ceux qui sont susceptibles de partir de son agence. Et puis, auquel cas, ça lui permet de se focaliser sur ces clients-là pour faire de la rétention un maximum et d'être beaucoup plus actif par rapport à eux. Donc là, on est parti de données qu'on avait sur les clients, hein, donc c'est à titre pédagogique. Donc ce que j'ai mis sur la partie gauche, donc on a un IT client, on a des informations sur son âge, son genre, l'ancienneté, c'est-à-dire depuis combien de temps il est client, dans quel pays il se trouve, j'ai des éléments sur son niveau de salaire, le nombre de produits qu'il a souscrits donc au sein de l'agence, quel est son solde bancaire, est-ce qu'il a une carte bancaire, son statut, etc. Voilà. Donc là, je vais lancer la vidéo. Donc j'espère que pour vous, vous allez pouvoir voir. Voilà, j'ai peut-être un petit peu accéléré parce qu'elle dure 2 minutes. Voilà. Donc là, vous avez simplement une introduction. Donc ce que je vais vous montrer au travers de cette vidéo, c'est on a préparé une intelligence artificielle donc sur la base d'un historique de clients qui étaient dans le CRM. Et puis, à partir de là, on a fait apprendre une IA pour qu'elle puisse prédire le risque. Donc là, pour cette vidéo, donc vous voyez, on complète un certain nombre de formulaires. Alors, dans la réalité, on se connecte directement au CRM. Hein, on n'a pas besoin de compléter nécessairement un formulaire et tout. Là, c'est vraiment pour l'effet démo. Donc, vous retrouvez les différentes données que je vous avais exposées précédemment. Et puis, mais une fois que j'ai rentré tout ça, voilà, j'ai l'IA qui prédit que ce client-là, le client numéro 1, partira probablement. Donc là, je fais un deuxième client. Donc cette fois-ci, il a ses propres données qui sont complètement différentes du premier. Et donc, je vais voir ce que l'intelligence artificielle va me prédire. Voilà. Donc, on voit qu'on est vraiment sur une personnalisation. Et donc là, celui-ci, il présente nettement moins de risques. Donc, ça veut dire que le directeur commercial devra se concentrer essentiellement sur le client numéro 1 pour faire en sorte de mitiguer ce risque-là. Donc, voilà une première utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez vu, là, j'ai pas eu besoin de lui poser des questions à mon IA. Hein. J'ai pas besoin de maîtriser l'art du prompt. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut utiliser différentes formes d'intelligence artificielle. C'est important aussi de dire, Christelle, que ces données, dans le use case, on voit donc remplir formulaire pour justement obtenir des données clients, mais ces données clients, vous pouvez les obtenir déjà, ou les avoir déjà dans une base CRM ou dans une base de données que vous pouvez après intégrer chez un outil d'IA et vous pouvez avoir des données en masse qui peuvent être traitées par un outil et donc d'avoir un fichier qui vous donne toutes les informations, donc toutes ces informations que Christelle vient d'annoncer sur le churn de vos clients. Exactement. Donc après, la restitution des résultats, elles peuvent être sous un format différent. Donc ça peut être un fichier Excel, un CSV, ou ça peut être à l'intérieur de votre application, voilà, CRM, etc. Là c'est juste après à définir la forme de la restitution des résultats. Donc, deuxième cas d'usage. Donc, deuxième cas d'usage, là, ce que j'ai voulu volontairement, c'est vous parler de vos documents au sein de l'entreprise, parce qu'il y en a partout dans les entreprises. Alors, qui peuvent être stockés je vous ai mis un certain nombre de logos, peut-être que vous allez retrouver par rapport à ça. Ça peut être un Google Drive, ça peut être une Dropbox, ça peut être dans un Teams, un SharePoint ou des solutions de jet, de gestion documentaire ou d'archivage, peu importe où elle se trouve. De toute manière, l'IA saura analyser les documents. Le document, je vous ai mis un petit florilège sur la partie gauche, donc ça peut être des documents administratifs, ça peut être des devis, ça peut être des bons de livraison, des fiches descriptives de produits, ça peut être des factures, peu importe, que ce soit aussi bien des documents qui ont été scannés ou ça peut être des documents sous format image ou même des documents qui auront été cherchés sur le web. Hein. Donc ça, il n'y a pas de limite par rapport à ça, puisqu'on est là, on est dans la notion plutôt de collecte et de savoir où elle est stockée. Donc en général, ce qu'on retrouve, c'est que quand on stocke des documents, on essaie de lui mettre des étiquettes pour essayer de les retrouver en termes de classification. Donc en général, qu'est-ce qu'on a quand on va pas très loin? Je sais à quelle date il a été créé,
la mise à jour du document, qui en est à l'origine, si j'ai le numéro de version, quel est le département qui l'utilise, son statut, voilà. Et puis après, je peux avoir aussi d'autres tags qui sont beaucoup plus personnalisés par rapport à la typologie des documents. Mais bon, ça reste quand même assez limité. Et c'est de se dire, bah, grâce à l'intelligence artificielle, maintenant, je vais pouvoir leur donner des nouvelles étiquettes ou des nouvelles dimensions et je vais aller beaucoup plus loin dans l'analyse de mes documents. Bah, déjà, un truc très simple, c'est que quand vous avez des documents qui font plusieurs dizaines de pages, vous n'avez pas forcément envie de lire intégralement et tout, bah, vous pouvez générer des résumés. Ne serait-ce qu'avec l'intelligence artificielle, ça c'est une des formes que l'on connaît le plus. Ça va être de pouvoir dialoguer, chatter, etc. Là, on voit l'émergence vraiment de l'IA générative, mais surtout de l'IA générative qui est avancée. Donc, on a spécialisé par rapport à des corpus documentaires bien précis, donc qui vont amener une pertinence beaucoup plus avancée dans le cadre des réponses qu'elles vont vous générer. Et puis, je peux également dialoguer sur tout un dossier qui intègre plusieurs documents. Donc, je vais pouvoir également, grâce à l'intelligence artificielle, découvrir des nouvelles catégories de classement, aller beaucoup plus loin. Donc, elle va pouvoir m'en suggérer. Je vais également, cette fois-ci, à l'intérieur des documents, contrôler la présence de certains éléments. Et au-delà de la présence, c'est savoir est-ce qu'ils sont conformes par rapport à ce que j'en attends. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé tout à l'heure de règles métiers. Des règles métiers qui sont propres à votre entreprise, qui vont vous faire gagner du temps. En gros, ce que parfois vous faites de manière chronophage et répétitive, là, ça va être une intelligence artificielle qui va vous présenter des résultats sur ce qu'elle a trouvé. Et puis, à vous de prendre la décision, en effet, si c'est conforme ou pas. Et on peut même, d'ailleurs, si on le souhaite, complètement automatiser ce processus-là. Donc, on peut voir également vérifier le niveau de conformité et puis sa complétude par rapport à ce que vous en attendez. Donc, derrière, potentiellement, automatiser un système de workflow qui va renvoyer vers les personnes concernées si les documents ne sont pas suffisamment complets par rapport aux attentes que vous avez. Et puis, c'est également potentiellement d'identifier la présence de données personnelles, voilà, qui peut être important par rapport à ça, automatiser le cycle de vie de vos documents et puis potentiellement générer des rapports. Donc, deuxième partie, là, je vous montre un exemple. Voilà, donc je vous parlais, quel que soit le format de données, on parlait de PDF, de docs, .txt, des scans, etc. Donc, je vous ai remis sur la partie gauche les tags que je vous avais présentés précédemment. Et puis maintenant, je vais vous montrer cette fois-ci une interface qui peut être différente, qui va mener aussi bien donc des approches d'IA générative, donc spécialisées, et puis également d'autres formes d'intelligence artificielle qui vont vous permettre de pouvoir contrôler et analyser. Donc là, j'ai une interface qui n'a rien à voir avec celle que je vous ai présentée préalablement. Cette IA, j'ai téléchargé des documents ou j'ai été les récupérer et je vais pouvoir d'ores et déjà commencer à échanger avec elle. Donc déjà, en premier lieu, je peux avoir un résumé. Elle me suggère des questions automatiquement, mais qui sont liées directement à ce document-là et pas un autre. Et je peux commencer à discuter. Et si je veux, je peux même discuter sur seulement quelques extraits de ce document-là. Et puis, si je veux aller plus loin, là, cette fois-ci, je vais lui demander de contrôler un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire des choses que j'attends qu'elle vérifie à l'intérieur de mon document, que j'ai associées à des règles métiers pour lesquelles elle va me restituer des résultats. Et puis après, elle va me dire, ces résultats-là, il est conforme par rapport aux règles métiers qu'on avait établies. C'est pour ça que vous voyez un peu des coches en vert, en rouge, etc., avec les résultats associés. Donc là, pour l'effet de démonstration, je n'ai pas personnalisé les points de contrôle, mais je vous en ai mis quelques exemples sur la partie droite. Par exemple, à travers les documents, l'IA peut détecter la langue, des objets, faire des repérages d'éléments, que ce soit aussi bien dans des paragraphes que dans des tableaux. S'il y a des signatures, est-ce que les signatures, elles sont conformes à celles que l'on attend? Par exemple, si on a un signataire, est-ce que c'est bien lui? Les numéros SIRET, les codes fournisseurs, etc. Bon, je vous ai mis des choses assez classiques, mais on peut aller vraiment très, très loin par rapport à ça. Donc, deuxième cas d'usage. Si vous avez envie également de connaître d'autres cas d'usage, parce que là, on était dans un temps limité, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Donc, on vous a remis le lien tout en bas. Qui peuvent vous donner des idées sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et volontairement, on les a classés aussi par département. Donc, si ça peut vous aider un peu dans l'idéation des cas d'usage. Et puis, je crois qu'on arrive à la fin. Voilà. Donc, du coup, en quelques points, on aime bien les 5 points chez nous. Donc, du coup, j'ai fait une conclusion en 5 points également.
Donc, tout d'abord, un projet d'IA, c'est une fabuleuse opportunité de moderniser votre entreprise. Donc, ne passez pas à côté, ça serait quand même bien dommage. Et que c'est accessible à toute taille d'entreprise. Un projet d'IA, c'est aussi un terreau fertile pour fédérer vos différents experts au sein de l'entreprise et notamment vos experts métiers. Je le rappelle, l'IA, c'est avant tout de l'expertise métier en premier lieu avant même de la technologie. Donc, c'est pour ça que je dis un projet d'IA, ce n'est surtout pas qu'un choix technologique, dernier cri à la mode, c'est de se dire tout le monde en parle, je veux y être, etc. Non, posez-vous d'abord les bonnes questions de là où l'IA est efficiente pour vous, pour votre entreprise, et pas l'inverse. C'est pas la techno, qu'est-ce que je peux faire avec après. Ensuite, un projet d'IA, vous l'avez vu, c'est une expérimentation qui va se baser sur un certain nombre de piliers qui réunit les données, la technologie, les tests et l'implication aussi des différentes personnes au sein de votre entreprise. Et dernier point, un projet d'IA n'a de valeur que s'il est soutenu par un ROI impactant. Donc, faites les bons choix, d'où les premières étapes que je vous avais expliquées dans le cadre de la méthodologie. Et puis, les mots de la fin. L'IA, elle est plus qu'accessible que jamais, donc avec toute l'émergence aussi des IA no-code, entre autres, donc pas besoin là d'avoir une expertise technique, mais surtout utilisez-la à bon escient et ce sur quoi elle est réellement. Donc n'oubliez pas, c'est un outil technologique avant tout. Et puis également, chaque entreprise est unique, donc chaque IA doit respecter véritablement cette unicité au sein de votre entreprise et doivent être personnalisées. Donc, sinon, vous tomberez dans des IA qui vont être généralistes et vous risquez d'être déçus à terme. Pas parce que la technologie n'est pas bonne, mais c'est que tout simplement, elle ne correspond pas aux attentes que vous aviez ou ce que vous pensiez de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir des IA qui correspondent à votre existence au sein de l'entreprise. Oui, c'est très important parce qu'on a aussi la notion de besoin, mais aussi de stack d'outils, de nombre d'utilisateurs, enfin de dimension aussi du projet derrière. Voilà. Et puis, je vous ai parlé de méthode en 5 points. Donc, nous, au niveau de Digitaland, donc on a accompagné des entreprises, on est à plus de 100 cas d'usage travaillés. Donc, on a un retour d'expérience et donc on a formalisé des offres justement pour aider les entreprises à accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle, mais de manière vraiment dans des délais qui sont très courts. Donc, on a mis en place 2 offres cooking qui réunissent les éléments que je vous ai présentés, donc qui mixent aussi bien des approches métiers et technologiques. La première formule, c'est vous avez déjà une idée précise, vous avez fait les 2 premières étapes, c'est-à-dire vous avez identifié vos cas d'usage, vos objectifs, vous avez déjà votre échantillon. OK, très bien, on travaille ensemble, on regarde un échantillon et puis on va le traduire cette idée au travers du paramétrage de notre plateforme IA. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé parce que ce n'était pas l'objectif de ce webinaire, mais c'est une plateforme qu'il faut voir comme un studio de création d'IA personnalisé pour les entreprises et qui respecte leur confidentialité et leur souveraineté. Donc, sans avoir besoin d'une compétence en développement, en intelligence artificielle, que ce soit du langage de programmation du Python, il suffit simplement de cocher certaines cases pour activer ces différentes intelligences artificielles. Et puis, au bout de quelques jours, on vous restitue les résultats et puis à partir de là, vous allez pouvoir voir si en effet c'est intéressant de continuer, de pouvoir le déployer ou au contraire si vous avez envie plutôt de travailler sur un autre cas d'usage. Puis deuxième formule, là où vous avez le sentiment que l'IA peut vous aider mais vous ne savez pas trop encore par quel bout commencer, à ce moment-là, on va remonter d'un cran un peu plus dans le conseil. On va échanger avec vos équipes, certains départements que vous nous aurez préconisés et pour lesquels on va les faire parler sur leurs activités au quotidien, faire ressortir un petit peu les pain points. Et à partir de là, on va identifier quels sont les cas d'usage qui pourraient être intéressants pour vous d'automatiser au travers de l'intelligence artificielle. Ensuite, on les priorise. On suit la méthode qu'on vous a présentée. On va travailler sur l'échantillon, sur les données qui sont disponibles au sein de notre entreprise. Et puis ensuite, on va paramétrer sur notre solution IA et puis on va vous montrer les résultats. Voilà, donc tout dépend à quelle vitesse vous avez envie d'aller. Je crois que Ricardo, tu as mis un QR code aussi, si vous voulez retrouver des éléments. Si vous voulez aller l'équipe, je suis plus sur ces 2 sujets, sur ces 2 offres. Donc, on vous laisse, voilà. Alors, nous avons aussi élaboré donc, un e-book qui va un peu plus loin aussi au niveau de ces 5 étapes.
Je vous ai mis aussi un QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Sinon, notre équipe, s'il y a votre demande, on peut aussi vous l'envoyer par mail ou sur LinkedIn, qui traite voilà, tout ce que vient de dire Christelle autour de voilà, comment intégrer un projet d'IA en entreprise, mais un peu plus en détail. Voilà, donc je vous laisse on vous laisse cette slide encore quelques instants. Et puis, on va passer après sur la partie questions-réponses. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat qui ont été posées. C'est bon pour le QR code? Je pense que c'est bon. De toute façon, après, on Ok. pourra envoyer le e-book si vous le souhaitez à chacun d'entre vous. Donc, on va passer à la partie questions-réponses. Alors, hop. Il y a une question de Mohamed Amini, enfin même deux. Alors, quels sont les types d'entreprises qui peuvent en bénéficier donc, d'un projet d'IA? Et est-ce qu'il faut avoir beaucoup de données pour commencer? C'est souvent le genre de questions qu'on me pose. Déjà, toute entreprise est éligible à l'intelligence artificielle, donc ce n'est pas que l'apanage des grandes entreprises, des grands comptes, etc. Donc, comme vous l'avez vu, à partir du moment où vous avez de la donnée, vous avez identifié donc des besoins d'automatisation et puis de gains de productivité. Donc, ça veut dire que votre entreprise, d'ores et déjà, elle est prédisposée à utiliser l'intelligence artificielle. Ensuite, c'est vrai que ce qui revient régulièrement, c'est la volumétrie des données. Volumétrie des données, je vous dirais, je vais vous faire peut-être une réponse de Normand, tout dépend ce que vous avez envie de faire au niveau de l'intelligence artificielle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a tendance à dire qu'il faut tout de suite des très gros volumes de données, etc. Non, c'est pas vrai. Donc, tout dépend encore une fois du cas d'usage et ce que vous avez envie de faire avec l'intelligence artificielle. On obtient vraiment des résultats très intéressants sur des petites quantités de données. Donc, tout dépend voilà, de ce qu'on aura identifié ensemble et ce qui va dimensionner par la suite l'échantillonnage qui va permettre à une IA d'apprendre par la suite. Une autre question, je crois que c'est de Xavier Camilleri. Alors, pas de bending et pas de base vectorielle. Alors, les bases vectorielles, souvent, ça revient, c'est une question aussi qui revient souvent. Oui. Donc là, on va être plutôt sur un périmètre qui va être dans le domaine de l'IA générative. Et quand on veut spécialiser une IA générative, la faire entrer dans le domaine de l'entreprise, et à ce moment-là, pour lui amener cette spécialisation, plutôt que de passer par un réentraînement complet de l'IA générative qui est extrêmement cher, et d'ailleurs même les grands comptes n'en sont pas là. Donc, on va utiliser des IA génératives qui existent sur le marché. Donc, ça va être, quand je parle d'IA générative, on va parler des couches plutôt de LLM et pour lequel on va lui mettre comme un deuxième cerveau, si je dois simplifier, qui va, d'une certaine manière, l'obliger à particulièrement pointer sur certains extraits au niveau de votre base de connaissances. Donc, la base de connaissances, donc c'est ce qu'on appelle le RAG. Et donc, il va s'appuyer sur une base de connaissances qui est une base vectorielle. Donc, on va toujours avoir cette logique où on part d'un existant au sein de votre entreprise. On va préparer cette base de connaissances d'une certaine manière pour que par la suite, l'intelligence artificielle elle-même puisse apprendre cette spécialisation et dès lors que vous allez lui poser des questions, à ce moment-là, elle va être beaucoup plus pertinente et elle va s'appuyer sur les extraits pour lesquels elle aura appris. Voilà. Donc là, on est un peu plus dans la technique. Ça ne parle pas nécessairement à tout le monde, l'embedded et puis également les bases vectorielles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, j'ai deux questions pour toi, Christelle, que j'entends souvent en échangeant avec les dirigeants et les professionnels qui ont souvent des sujets d'IA, justement, dans leur entreprise et dans leur service. Il y a une question qui revient souvent, c'est par rapport à la résistance du changement. Chez les collaborateurs, comment gérer justement cette résistance au changement quand on introduit des outils d'IA dans une entreprise? Ça, c'est vrai que c'est des freins, tout simplement parce que aujourd'hui, avec toute cette communication, on a fait croire, il y a certaines croyances autour de l'intelligence artificielle et qu'il est important de démontrer ce qu'est l'intelligence artificielle réellement, là où on en est aujourd'hui, et que ce n'est que en intégrant les utilisateurs dès le début dans des phases d'expérimentation et de construction d'intelligence artificielle au sein de l'entreprise qui comprendront véritablement ce qu'il en est. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas que
un projet d'IA ne soit pas en premier lieu un projet technologique. C'est vraiment un projet où on embarque les métiers parce que, c'est eux déjà qui vont identifier quelles sont leurs problématiques et qui vont avoir une connaissance également et un avis critique au sens vraiment cognitif humain sur les résultats escomptés par l'intelligence artificielle. Très bien. Alors, il y a même deux questions. Je crois que c'est, parce que je ne vois pas, je pense que c'est Axel Timonet qui pose la question. Alors, je vais l'afficher. Donc, avez-vous des cas d'usage avec Copilot, sachant que la plupart des entreprises sont déjà dans l'environnement Office 365 Intra-ID? C'est vrai que c'est aussi c'est une stack souvent utilisée par. Oui, Copilot, c'est une IA générative, en effet, qui est embarquée dans la stack Microsoft. Donc après, on peut imaginer avec l'IA générative énormément de cas d'usage. Tout dépend aujourd'hui ce qui est véritablement efficient. Donc Oui. voilà, vous pouvez utiliser Copilot véritablement pour faire de l'analyse documentaire et tout, mais ayez bien en tête quand même que ces solutions d'IA générative, et ça j'insiste bien parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne communique pas suffisamment là-dessus. Ce sont des IA génératives un peu grand public. N'oubliez pas que pour qu'elles puissent vous donner une réponse, elles ont dû apprendre sur ce quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? Elles n'ont pas appris ce quelque chose qui est au sein de l'entreprise. C'est sur ce qui était disponible. Donc, qu'est-ce qui est disponible? C'est ce qu'il y a sur le web. Donc, ce qui fait qu'il ne suffit pas simplement de maîtriser l'art du prompt en se disant je sais bien rédiger un prompt et je vais avoir la meilleure réponse. Ça veut dire quoi la meilleure réponse? Si vous attendez une réponse qui soit spécialisée, qui soit véritablement, qui s'appuie sur votre corpus d'entreprise, il faut des IA qui soient spécialisées. Sinon, vous aurez une IA qui va vous répondre, qui va être bien dans la forme. Il y a absolument pas d'éléments critiques, mais par contre, cette réponse, elle va être composée sur des éléments statistiques à partir d'une base. Et sa base de connaissances, c'est le web. Alors, c'était une question de Ludovic, et là, on arrive à la question de Axel Timonet. Alors, c'est pas une question, mais c'est plutôt un commentaire. Bonjour, mon entreprise Infogreffe, GreffF, n'est pas encore prête à intégrer l'IA globalement, mais souhaite expérimenter en premier plus spécifiquement. Donc, de ce que j'ai compris, il souhaite expérimenter l'IA au niveau du service client, souvent trop débordé. Et en effet, c'est souvent un service qui est demandeur de use case d'IA. Est-ce que tu peux justement donner quelques exemples, Christelle, et peut-être... Oui, je dirais qu'il y a différentes façons. Tout dépend bien sûr de ce qu'on aura identifié en termes d'automatisation et jusqu'où on veut aller avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais ne serait-ce que en fonction de l'identification des verbatims qui sont dans les emails ou dans les échanges, peu importe les canaux d'acquisition, vous pouvez faire une classification automatique à plusieurs niveaux pour rediriger vers les bons services. Donc ça, c'est déjà un premier niveau qui va permettre de désengorger votre service client et de rediriger déjà dans un premier lieu vers les sachants. Et puis, ça peut être d'ores et déjà aussi d'utiliser une IA générative qui aura été spécialisée, qui s'appuie sur une base de connaissances, par exemple un historique d'échanges que vous auriez pu avoir avec les clients pour lequel vous aviez les questions, le contexte et pour lequel vous avez les réponses que vous avez apportées. Mais ça, c'est formidable parce que cette IA générative, elle va pouvoir apprendre là-dessus. Et donc, à partir du moment où elle va apprendre, elle va se spécialiser, elle va être en capacité d'ores et déjà, quand il y aura des nouveaux échanges avec les clients, de pouvoir vous suggérer donc des réponses qui vont être beaucoup plus pertinentes. Donc, vous allez véritablement gagner du temps en termes d'efficacité. Puis surtout, quand, par exemple, on peut avoir un turnover ou des temps de formation qui peuvent être assez longs, etc., l'IA va pouvoir, au contraire, vous aider dans l'automatisation des activités d'un service client. Donc voilà quelques pistes spontanément. Après, j'ai pas du tout creusé, voilà. Mais en tout cas, des ajouts aussi sur ces sujets justement de support client, service client sur notre titre qu'on traite. Avec plaisir pour. Je crois que c'est en effet c'est Ludovic qui nous dit merci pour la réponse. J'ai une dernière question qui, je pense, va intéresser les participants, qui revient souvent aussi, qui est la notion de sécurité de données. Pour les entreprises qui ont des contraintes de confidentialité de données, quelles solutions d'IA peuvent être envisagées sans justement compromettre la sécurité?
dans l'utilisation d'outils d'IA? Est-ce que tu peux Alors, c'est vrai que nous apporter une réponse dans ce webinaire, j'en ai pas particulièrement parlé. J'en avais parlé la semaine dernière lors d'un précédent webinaire. Je vous ai expliqué tout au début de ce webinaire, aujourd'hui, comment le monde de l'IA a été dominé. Donc, vous avez vu qu'on est sur un monde où aujourd'hui, les acteurs prédominants sont des acteurs chinois et les États-Unis. Pourquoi on en parle? C'est que tout simplement, aujourd'hui, ils ont donc des infrastructures, des clouds, mais c'est surtout qu'ils sont nettement moins protectionnistes au niveau des données. Hein, c'est simple, par exemple, aux États-Unis, vous avez le Cloud Act, donc ce qui fait que toute entreprise, donc par exemple un éditeur de solutions d'intelligence artificielle, dès lors qu'il vous propose une solution SaaS, il est soumis à ce Cloud Act. Donc ça veut dire que sur demande du gouvernement, il est dans l'obligation de transmettre les données de ses clients. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un vrai sujet de souveraineté au niveau de l'Europe. C'est pas pour se faire plaisir, c'est simplement pour y mettre un cadre réglementaire qui protège les entreprises par rapport à leurs données. Donc, lorsque vous faites le choix de solutions, regardez bien les CGE, regardez bien aussi ce qui sont stockés, parce que quand vous utilisez par exemple des IA génératives grand public, donc c'est très bien, c'est la facilité, hein, tout le monde a adoré, c'est pour ça que tout le monde s'y engouffre aujourd'hui, hein, mais c'est que simplement, si vous commencez à utiliser ces IA dans le cadre de vos activités professionnelles et que vous lui indiquez des éléments qui sont relatifs à l'entreprise, donc qui font partie du patrimoine de l'entreprise pour lequel elle a envie de se protéger, vous ouvrez une faille de sécurité, tout simplement parce que ces IA, pour qu'elles soient de plus en plus performantes, elles ont besoin d'apprendre et donc du coup, elles vont apprendre sur ce que vous dialoguez et ce que vous lui mettez à disposition. Et c'est pour ça qu'on a vu des articles également sortir où il y a eu des fuites de données. Donc, il faut vraiment être extrêmement précautionneux. Donc, regardez également si vous avez des intelligences artificielles qui peuvent être proposées dans une version, ce qu'on appelle on-premise. Nous, c'est le cas au niveau de notre solution. C'est aussi pour ça qu'il y a un engouement du marché pour notre solution. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire on-premise? Elle va s'installer dans votre entreprise. Donc, ça veut dire que derrière tous les systèmes de sécurité, et elle est autonome. Elle ne va pas aller chercher dans le cloud et ça veut dire aussi que vous restez, au sens entreprise, responsable du traitement de vos données. Donc, il n'y a pas d'exploitation des données au niveau des modèles, etc. Donc, soyez attentifs par rapport à ça. C'est vraiment un sujet. C'est super, super important. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, je vous invite et on vous invite à nous contacter. Des questions techniques ou des questions sur des exemples de cas d'usage qu'on pourrait vous apporter. J'espère que ça vous a plu. Christelle, est-ce que tu veux ajouter un dernier mot? J'espère que ça vous a plu. Voilà, si vous avez des idées aussi, s'il y a des sujets relatifs à l'intelligence artificielle que vous avez envie qu'on traite dans le cadre des prochains webinaires, donc n'hésitez pas. Sachez qu'on est à votre disposition. Toute question est utile pour la communauté. Voilà, j'espère que vous avez eu le plaisir de partager avec nous donc, cette petite heure. Et puis, on vous souhaite bon appétit. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.